Il a été rappelé tout à l'heure que les démarches d'environnement ne sont pas nouvelles pour la viticulture, par les présidents, je confirme. Ça fait au moins une vingtaine d'années que ce sont des thématiques qui sont mises en œuvre par les professionnels. Et donc ce volet environnemental qui s'inscrit dans une stratégie plus large de développement durable est mis en place depuis pas mal d'années et les efforts sont bien évidemment à poursuivre. Alors pour le cas particulier de la Champagne, nous avons mis en place il y a une dizaine d'années une démarche de management environnemental à l'échelle de l'ensemble de l'AOC Champagne, avec les caractéristiques que vous voyez apparaître à l'écran. Donc en fait, on s'est très fortement inspiré des systèmes qui sont mis en place dans les entreprises pour essayer de les appliquer à une échelle qui est un petit peu plus large, qui est celle de la Champagne dans son ensemble. Donc vous voyez que les structures sont extrêmement atomisées. C'est pas simple, 35 000 hectares, 280 000 parcelles de vignes, 15 000 vignerons exploitants, chiffre arrondi, environ 150 coopératives, 300 maisons, 15 000 salariés. Donc vous imaginez que sur des structures aussi atomisées, c'est assez compliqué de mettre en place 15 000 plans de progrès individuels. Donc en fait, on est resté dans la culture de la Champagne, on est resté sur le collectif. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une analyse environnementale de toute la filière, c'est-à-dire qu'on a décrit tout ce qu'on fait depuis le défrichement des terrains jusqu'à l'expédition des bouteilles. On a inventorié un peu plus de 400 pratiques viticoles et œnologiques qui potentiellement peuvent générer un impact ou une nuisance sur un des compartiments de l'environnement. Et puis, on a regroupé ça en grands enjeux qui constituent aujourd'hui la politique environnementale de l'interprofession, du CIVC, et donc de la Champagne. Et donc vous voyez ces 4 enjeux principaux qui ont été définis. Le premier, c'est la maîtrise des pollutions sous toutes leurs formes. Alors bien évidemment, dans ce premier volet, il y a les phytosanitaires occupent une place importante. Le deuxième volet, ce qui est complètement légitime pour une appellation d'origine contrôlée, c'est la préservation, la protection, mais aussi la mise en valeur du terroir et au-delà, on l'a vu à l'instant, de la biodiversité des paysages viticoles. Le troisième volet, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les industries agroalimentaires de manière générale, c'est le volet gestion responsable de l'eau, des effluents, mais aussi des sous-produits et des déchets. Et puis le quatrième volet, c'est le double défi énergie et climat. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de passer en revue assez rapidement chacun des 4 grands enjeux, de voir très rapidement quels sont les grands plans d'action qui sont mis en œuvre et quels sont les indicateurs de mesure. Alors au passage, l'objectif, il est bien aujourd'hui, ça c'est l'ambition, hein. On ne dit pas qu'on y arrive aujourd'hui. L'ambition, c'est d'arriver à 100% de viticulture écologique et ça passe par 2 systèmes qui vont se développer de manière parallèle, conjointe, complémentaire, la viticulture bio et la viticulture durable. On a appelé dans le passé raisonnée, voire intégrée, terme qui n'était pas bien compris du grand public. Donc 2 formes de viticulture alternative pour 100% de viticulture écologique. On a l'habitude de rappeler que l'objectif, c'est 100%. Peu importe la part respective de l'un et de l'autre, ça c'est un choix individuel au niveau de chacune des exploitations. C'est un petit peu le marché qui décidera des proportions relatives. Alors pour le bio, vous voyez l'évolution des surfaces depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années. L'évolution est spectaculaire, mais on part de très très bas. On a multiplié les surfaces par 4, mais on reste en dessous de 1% des surfaces cultivées en bio en Champagne. Voilà, 0,7% exactement en 2010. On doit être un petit peu plus en 2011. On doit être à 0,8 ou 0,9%. On a parlé un tout petit peu tout à l'heure de viticulture raisonnée. Il faudrait, si on est rigoureux, parler d'agriculture raisonnée, parce qu'il n'y a pas de dispositif réglementaire concernant la viticulture raisonnée en France. Il y a un dispositif agriculture raisonnée qui s'applique à la viticulture. On pourrait, en première approche, imaginer que le dispositif HVE que Thierry a évoqué tout à l'heure sera le prolongement du dispositif viticulture raisonnée. Vous voyez le succès de cette démarche en Champagne, 0,03% des surfaces, c'est 2 ou 3 exploitations. En fait, le pari qui a été fait en Champagne, c'est de dire, voilà, il y a des démarches pointues qui passent par du contrôle, de l'audit, de la certification, mais il nous paraît difficile, compte tenu de l'atomisation des structures, 15 000 exploitants viticoles, hein, plus le négoce et les coopératives, il nous paraît très très difficile de contrôler, de certifier tout le monde. Donc si on ne peut pas le faire, il faut baser la stratégie sur des cahiers des charges, qu'on appelle des référentiels, sur de la sensibilisation, sur de l'accompagnement par les forces de développement, sur de la mise au point d'outils
d'aide à la décision, faire progresser chacun des opérateurs et mesurer les progrès collectifs. Donc aujourd'hui, l'état des lieux, c'est 99% de viticulteurs et de maisons engagés dans une démarche de viticulture durable, et puis à la marge, d'autres systèmes, notamment le bio, qui se développe fortement, mais qui reste, il faut bien l'avouer, marginal. Et même si demain on triple, ou même si on multiplie par 10 les surfaces, vous voyez qu'on restera quand même à la marge. Donc la stratégie, c'est bien celle-là. Au passage, donc là je vous demanderai d'excuser le manque de rigueur sur la figure. On n'est pas en surface, mais en chiffre d'affaires. Il existe quand même des initiatives individuelles, privées, d'unités importantes, principalement des coopératives et des maisons de champagne, qui sont engagées dans une démarche de contrôle, de certification, sous la forme de l'ISO 14001. Donc aujourd'hui, il y a quand même, en Champagne, 27% du chiffre d'affaires qui est certifié ISO 14001. Donc voilà, un quart quand même qui fait l'objet de contrôle et d'audit. C'est quand même pas rien. Mais ces démarches ne sont pas du tout exclusives de la démarche globale, j'ai envie de dire du socle global. Ce sont des démarches individuelles qui viennent enrichir, compléter le socle de base. Donc du bio, de l'ISO 14000, éventuellement d'autres formes. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est de faire évoluer le plan de progrès de la Champagne, donc mettre en œuvre des plans d'action, d'où les mettre en œuvre, les mettre en place sur le terrain. Check, vérifier au travers d'une batterie d'indicateurs que les choses avancent bien sur le terrain. Et acte, revenir vers les décideurs professionnels et réorienter, si nécessaire, les plans d'action si ça ne va pas suffisamment vite. Et donc ce plan d'action de la Champagne passera par 15 000 plans de progrès individuels chez les vignerons, dans les coopératives et dans les maisons. Donc comme il y a beaucoup de monde, on privilégie sur le terrain les actions collectives. La bonne échelle de travail, en général, c'est la commune viticole, parfois les groupements de communes. L'idée étant de générer des dynamiques et de progresser collectivement. Alors 4 exemples sur les 4 grands enjeux. Je vais aller vite parce que Thierry en a parlé beaucoup tout à l'heure. La maîtrise des pollutions par les produits phytosanitaires. La stratégie, globalement, elle est inchangée depuis 25 ans. Il s'agit bien de restaurer ou de préserver les grands équilibres. On a vu un exemple avec les typhlodromes tout à l'heure. D'estimer les risques pour ne traiter que quand c'est strictement nécessaire. Quand le risque existe et que les équilibres ne suffisent pas, il faut intervenir. Et là, on se pose la question de savoir avec quel produit ou avec quelle méthode j'interviens. Et puis, le 4e volet, c'est de sécuriser toutes les étapes de manipulation des produits, du stockage, jusqu'au rinçage des appareils. Quelques indicateurs. L'évolution des tonnages de phyto en Champagne depuis une douzaine d'années. On est à peu près à 40% de baisse. Donc on est un petit peu plus que la moyenne nationale, mais je sais que Thierry va dire qu'on part de plus haut, donc c'était facile pour nous. Donc ça c'est sur le tonnage global. Au passage, vous voyez qu'on a eu un petit peu de difficulté dans le milieu des années 2000. Ça c'est sans doute en lien avec l'évolution du climat, qui nous impose des printemps et des étés assez chauds, parfois orageux. Et c'est vrai qu'on aura beaucoup de difficultés à juguler et le mildiou et l'oïdium à l'avenir. Donc il va falloir être inventif pour progresser. Tu l'as rappelé tout à l'heure, la baisse la plus spectaculaire concerne bien les insecticides, puisqu'on a réduit de 90% ce poste-là, et c'est bien évidemment les produits les plus dangereux. Au passage, on rappelle aussi que les produits qu'on utilise aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a utilisé dans le passé. Vous voyez la courbe rouge, alors sur un critère qui est l'ADL50, qui est donc la toxicité aiguë, donc, qui représente plutôt le risque pour l'utilisateur et pour les gens qui travaillent dans le vignoble. Donc l'ADL50 évolue en rouge à la hausse, donc plus ça va vers le haut, moins c'est dangereux pour l'homme. Au passage, on aime bien rappeler que le cocktail de produits qu'on utilise aujourd'hui, il a une DL50 qui est comprise entre la vitamine C et celle de table, par exemple. Donc ça relativise un peu les propos de certains relais d'opinion, journalistes qui ont l'habitude de diaboliser les produits qu'on utilise. Ça s'est quand même bien amélioré depuis 50 ans. Au passage, voilà, une des raisons qui explique que les DL50 évoluent et que les insecticides évoluent, c'est la progression spectaculaire de la confusion sexuelle. On était à peu près à 11 000 hectares cette année, donc ça représente à peu près un tiers des surfaces, un peu plus de 40% des surfaces qui justifient un traitement insecticide. Voilà, donc sur les objectifs, là on est clair, on ne peut pas faire moins qu'essayer d'atteindre le Grenelle, moins 50%, on ne sait pas encore bien comment on va le mesurer, est-ce que c'est sur les quantités de matière active, sur les IFT, sur les nodus, tout ça c'est en train de se mettre en place. On est dans une logique d'obligation de moyens, on va mesurer les progrès. Deuxième enjeu, le terroir, la biodiversité, les paysages, je vais aller assez vite.
Xavier tout à l'heure parlait de risques physiques, hein, notamment de l'érosion. C'est un problème important en Champagne, hein. On a des pentes comprises entre 0 et plus de 50%, avec une moyenne à 13%. Je l'évoquais à l'instant, des orages de plus en plus violents au printemps et en été, donc ça donne une situation naturelle très, très exposée aux problèmes de ruissellement et d'érosion. Le vignoble s'est largement développé. On est passé de 10 000 hectares en 1950 à 35 000 aujourd'hui. Donc ça s'est évidemment produit avec suppression d'arbustes, de haies, de zones tampons. Donc suppression qu'on regrette un peu aujourd'hui. Donc il faut réaménager le vignoble. On a fait du béton dans les années 70, 80, 90. On va essayer de revégétaliser tout ça un petit peu mieux dans les années qui viennent. Mais vous voyez que le rythme des investissements concernant l'hydraulique reste soutenu, hein, depuis 10 ans. C'est sur 300 communes viticoles, un tiers des communes qui ont fait l'objet d'aménagement, 150 projets différents, plus de 70 millions d'euros investis. Ce matin, à la journée technique des œnologues, on a vu une figure concernant l'évolution de l'azote dans les mous de Champagne. C'est sans doute consécutif, en partie tout au moins, à la réduction des apports de fertilisants. Si on prend simplement le poste engrais et amendement en vert, on a diminué à peu près de moitié nos apports en 15 ans. On a augmenté légèrement les apports par les sarments parce que les sarments sont restitués sur des surfaces un peu plus importantes. Et les écorces sont stables, voire en légère baisse. Donc au total, on en apporte moins et la vigne ne s'en porte pas plus mal. Les aspects biologiques, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ça fait 25 ans qu'on suit des plateformes expérimentales avec des équipes de l'INRA de Dijon et de l'Université de Rennes. Et toutes les mesures qu'on a faites depuis 25 ans montrent qu'on a un niveau d'activité biologique des sols extrêmement élevé. Les valeurs habituelles en agriculture et en viticulture, c'est plutôt quelques centaines de kilos par hectare de lombricien. Donc nous, on est plutôt à 1 tonne hectare. Ça, c'est sans doute à relier au fait que les champenois ont toujours eu cette culture d'apport d'amendement organique. On a apporté beaucoup de fumier dans le passé, comme tout le monde. Ensuite, on a apporté pendant une trentaine d'années des composts urbains, très décriés à la fin, mais au départ, c'était des très bonnes matières organiques. Et aujourd'hui, on apporte des écorces de l'industrie forestière et on commence à enherber le vignoble. Tout ça, ça se traduit par des apports de matières organiques qui sont des supports nutritifs pour les lombriciens, mais aussi les bactéries, les champignons du sol. Donc on a quelque chose qui vit bien et qui fonctionne bien. Là encore, contrairement à ce qu'affirment certains relais d'opinion. Biodive, donc on a un programme sur la biodiversité que je ne vais pas détailler. Joël en a parlé tout à l'heure, mais en gros, on a inventorié les espèces à la fois herbacées et arbustives du vignoble. On a croisé, à partir de ce qu'on avait trouvé, on a essayé de repérer les espèces qui étaient susceptibles d'héberger des auxiliaires utiles. Et sur cette base-là, on a établi des listes qui nous servent à réimplanter des espèces arbustives dans le vignoble, et éventuellement des espèces herbacées, soit dans les vignes, soit dans les fourrières. Et puis le dernier point concernant ce volet 2, c'est la candidature UNESCO qui prévoit un plan de gestion, notamment la mise en place de sites pilotes dans lesquels on va essayer de promouvoir les principes de viticulture durable ou biologique à l'échelle individuelle et de cumuler ces approches avec des aménagements intégrés des coteaux viticoles. Troisième volet, le volet eau, effluents ou produits. Donc on produit à l'échelle de la Champagne à peu près 600 000 m3 d'effluents, 120 000 tonnes de marc, de raisin qui sortent des pressoirs en moyenne. Donc tout ça, en termes de flux de pollution organique, représente à peu près l'équivalent d'une population de 200 000 habitants, à peu près 10 000 tonnes de DCO. Donc il faut bien sûr traiter tout ça. Donc vous voyez sur cette figure l'évolution du taux de traitement des flux qui sortent de nos centres de pressurage et de vinification. Donc Joël se souvient bien d'une vie antérieure où il était au CIVC, où il a démarré ce programme-là. On était à quelques pourcents d'épuration. Donc on est arrivé à 96-97% à la vendange 2011. Et on devrait vraiment talonner les 100% à la vendange 2012, puisque le traitement des effluents est devenu une règle obligatoire pour tous les centres de pressurage. C'est une règle de production de l'AOC Champagne, à partir de la vendange 2012. Donc voilà, on sera à pratiquement à 100%. On valorise l'intégralité de nos sous-produits. Là, c'est facile, c'est la réglementation qui l'impose. On doit livrer l'intégralité de nos sous-produits en distillerie agréée. C'est ce qui est fait. Il y a toutes sortes de valorisations existantes avec des pistes d'amélioration qui sont travaillées actuellement. Je ne les détaillerai pas.
On génère également des déchets à caractère industriel, de la ferraille, du carton, des emballages, du papier, du plastique, etc. À peu près 10 000 tonnes à l'échelle de l'entreprise Champagne, entre guillemets. On était à peu près à 75% de valorisation dans les années 2000. On est arrivé à 90% d'après les enquêtes en 2010. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'améliore. De nouvelles filières de valorisation se mettent progressivement en place. Les opérateurs font du tri sélectif sur les exploitations et on arrive à s'améliorer également sur ce terrain-là. Voilà, le dernier volet, c'est le double défi, énergie-climat. Nos motivations, elles sont claires, hein. Elles sont d'abord économiques, avec un coût de l'énergie qui, de manière structurelle, est parti à la hausse pour sans doute très longtemps. Une taxe carbone à laquelle on a échappé en France il n'y a pas longtemps, mais ça va revenir sans doute très vite sur le tapis. Ça se fera soit à l'échelle de la France, soit à l'échelle de l'Europe, soit à une échelle plus large, mais ça se fera de toute façon. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, il existe une demande des consommateurs pour des produits élaborés avec plus d'éthique, plus de respect de l'environnement. On aurait bien tort de ne pas répondre à la demande. Et puis, bien évidemment, on sait aujourd'hui que les consommations d'énergie fossile sont corrélées avec l'évolution des températures et avec les changements climatiques. Donc c'est quelque chose qu'on sait. La communauté scientifique nous alerte. On ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Donc on est vraiment dans une logique de développement durable. C'est une question de solidarité avec les générations futures. C'est un problème éthique. Donc pour cette double raison, à la fois économique et éthique, on est dans l'obligation de se préoccuper de ces questions-là. C'est la raison qui nous a poussé en 2003 à faire le bilan carbone de toute la filière. Et donc c'était un peu la surprise quand on a vu la répartition des parts de camembert. Vous voyez que le cœur du métier, ce sur quoi on a l'habitude de travailler, cultiver les vignes, élaborer les cuvées, ça représente à peine 20% de l'impact. Ensuite les transports, hommes, marchandises, fret et déplacements, y compris le no-tourisme, qu'il ne faudra pas oublier, qui représente à peu près un quart. Et tout le reste, dans les couleurs bleues, violettes, c'est ce qu'on achète à nos fournisseurs. Donc des biens, du matériel, des services. Autrement dit, plus de la moitié de notre impact, il est au travers de notre politique d'achat. Donc un tiers, à peu près de l'impact, il est lié au packaging, donc fabriquer les bouteilles, les cartons, les intercalaires, les étuis, les bouchons, les muselets, etc. Et donc quand on voit ce diagnostic initial, ça permet de structurer assez facilement un plan d'action qu'on a bâti avec 5 axes principaux. Un axe cœur de métier, viticulture et œnologie. Un volet transport, hommes, marchandises, un volet, on va dire, éco-conception, éco-réhabilitation des bâtiments, un énorme chantier qu'on est en train d'ouvrir, qu'on a baptisé achat responsable de biens et services, avec une logique d'évaluation des biens et services qui nous sont proposés par des méthodes type ACV que Joël évoquait tout à l'heure, et puis des projets transversaux, comme par exemple la mise au point d'un calculateur carbone spécifique des activités champenoises et la mise en ligne de cet outil d'aide à la décision sur notre site internet. Donc voilà, au total, le plan climat, c'est une quinzaine de programmes de R&D et une cinquantaine d'actions élémentaires en cours ou au projet. Voilà, j'en termine. Donc l'objectif, c'est si on se projette à très très long terme, c'est de coller à l'objectif français-européen d'un facteur 4 à 5 à l'horizon 2050. Plus raisonnablement et de manière plus pratique, on s'est fixé un objectif à l'horizon 2020, donc de manière beaucoup plus rapprochée. Donc on va essayer de réduire nos émissions d'un quart d'ici les 10 ans qui viennent. Et donc voilà, on a recalculé l'empreinte carbone de la Champagne en 2010. Et vous voyez qu'on a 2 indicateurs qui décrivent l'intensité carbone de la Champagne, le CO2 sur le chiffre d'affaires et le CO2 par bouteille, qui ont commencé à diminuer. Donc ça traduit en fait le fait qu'on a stabilisé nos émissions de gaz à effet de serre depuis 2003. On est à peu près au même niveau, alors que dans le même temps, on a augmenté notre activité d'à peu près 15%. Absolument. On a augmenté notre activité de 15%. Et donc on a stabilisé nos émissions. Donc en termes d'intensité carbone, on est dans le mieux. Donc voilà, la stratégie, on le voit au travers de quelques indicateurs, commence à porter ses fruits. Mais le travail qui reste à faire est encore important, il faut continuer. Voilà, merci.